Bien, bonjour tout le monde. Cet après-midi, en ce premier jour de congrès, nous avons l'opportunité d'entendre le message de notre président. Vous savez, le message du président de notre organisation est le moment le plus important du Congrès pour les producteurs et les productrices agricoles du Québec. C'est le moment où notre président nous fait rapport de l'année et qui peut nous entretenir aussi sur ce qu'il peut entrevoir pour l'avenir. Dans une année comme celle qu'on vient de passer, où ce que les honneurs sont à la fête aujourd'hui, ou lors de ce congrès, pour notre 90e anniversaire, la personne que j'ai à vous présenter est, dans le fond, le 13e président de notre histoire. C'est une personne, je pense, qui fait honneur à l'organisation, de par sa prestance, de par son implication, de par sa détermination, de par sa facilité à faire du dialogue avec les gens, un moment où des événements où ce que les gens sont capables de se rassembler. De se rassembler en arrière d'un message, en arrière d'une cause et en arrière des dossiers prioritaires, dans un objectif commun qui est de défendre les intérêts des producteurs et des productrices agricoles du Québec. Vous savez, dans une grande organisation comme la nôtre, avec de plus en plus de producteurs ou la diversification de nos entreprises agricoles puis de nos types d'agriculture, nos types d'agriculture et nos types de production, être capable d'aller chercher les consensus, comme Marcel est capable de nous emmener, est un défi extrême. Et moi, ça fait la 3e année que j'ai l'honneur de travailler avec Marcel. Et je peux vous dire qu'à chaque année, je reste épaté de par sa capacité de mener les troupes, de par sa vision, de par le leadership. Avant midi, vous avez eu une présentation de Guylaine par rapport au rapport d'activité et vous avez vu les tangentes qui ont été prises au cours des dernières années par rapport à le repositionnement de l'image, de l'organisation, les activités qui vont venir par la suite pour accompagner. Bien, ça, c'est le fruit d'une réflexion qui a commencé lorsque Marcel a arrivé. Pour en arriver à tout débloquer ça et mettre ça en place, ça prend quelques années. Et ce que je vous dis, les prochaines années vont nous permettre de voir l'évolution et, dans le fond, la visibilité ou la façon que Marcel a voulu emmener l'Union des producteurs agricoles face à l'opinion publique, face aux agriculteurs et aux agricultrices, dans un contexte de modernité. Et pour ces raisons-là, vous avez vu un matin quand il a présenté l'équipe des dirigeants, l'équipe de l'exécutif au complet et le Conseil général. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que le consensus dans notre organisation n'a jamais été aussi fort qu'il est présentement. Et c'est grâce à la personne que je lui demande de venir vous adresser quelques mots pour lancer vraiment le congrès. Marcel, je t'invite.
Alors, merci beaucoup, Pierre, pour cette introduction. Encore une fois, bonjour à tous, producteurs, productrices, délégués, observateurs du monde agricole, invités. Alors, il me fait plaisir de pouvoir m'adresser à vous encore une fois cette année pour partager un peu les grands enjeux sur lesquels on travaille, mais aussi amener des éléments de vision pour un secteur agricole, un secteur de l'agroalimentaire qui est de plus en plus important dans l'économie et dans la société québécoise, mais aussi mondiale. On a un congrès cette année, je le mentionnais en ouverture, un peu particulier, puisqu'on va utiliser les ateliers pour réfléchir ensemble sur les grands enjeux qui nous interpellent. Alors, je voudrais prendre quelques minutes pour vous parler de chacun de ces ateliers-là, parce que ça s'inscrit, comme Pierre le disait, un peu dans la modernité qu'on veut donner à l'organisation. On ne veut pas uniquement débattre des enjeux par des résolutions, on veut aussi, par des thèmes choisis, amener les gens à réfléchir, à discuter, à se lancer dans le futur pour voir qu'est-ce que ça prend, quel outil on a besoin, qu'est-ce qui est nécessaire pour que le secteur agroalimentaire du Québec se développe. Vous allez m'entendre souvent dire agroalimentaire parce que c'est ce que nous sommes comme secteur. Le secteur agricole lui-même n'est pas une fin en soi, c'est le début d'un processus qui mène jusqu'à l'alimentation des citoyens, des consommateurs, un processus qui implique des filières, qui implique une rigueur, mais qui demande aussi d'être respecté, d'être encouragé, d'être reconnu pour ce qu'il est. Et je pense que toute l'ouverture qu'on a faite cette année avec le repositionnement de l'image de marque, en utilisant le 90e anniversaire pour mieux se faire connaître, l'organisation, mais aussi les producteurs qui la composent, bien, ça s'inscrit dans cette démarche-là d'obtenir des citoyens, du public, des consommateurs, la reconnaissance du travail fait par le milieu agricole et agroalimentaire. Alors, les 4 thèmes de nos ateliers, territoire agricole et développement régional. C'est sûr que je m'attends à ce que les gens dans ce thème-là discutent un peu d'accaparement des terres. Puis je vais en parler un peu aussi dans le sujet. Mais allons plus loin au niveau du développement régional. L'habitation du territoire, et pas seulement son occupation, mais son habitation, c'est des choses qui sont importantes pour nous qui vivons dans le milieu rural et qui voulons conserver nos services et une ruralité dynamique. La stratégie agro-environnementale, ça fait déjà 20 ans que l'Union des producteurs agricoles est soucieuse de l'agro-environnement dans notre développement. On a eu des plans d'action agro-environnementales, on a des politiques agro-environnementales, on a des projets agro-environnementaux, mais est-ce qu'on peut avoir un plan d'action sur plusieurs années dans l'agro-environnement pour savoir où on s'en va, se donner des règles qui vont nous permettre d'être compétitifs, mais aussi, à terme, avoir des pratiques sur nos fermes qui amènent une amélioration de tout notre entourage, de notre environnement. Le dynamisme syndical, il ne faut jamais lâcher là-dessus. On vit dans un monde de plus en plus où l'individualité est important, de plus en plus important. Les droits de la personne, les droits collectifs ou les obligations collectives, quelquefois, sont moins présents. Donc, le dynamisme syndical et les outils de développement pour notre agriculture et notre foresterie. Donc, comme je le disais ce matin, cette année, au lieu de débattre, on va discuter. Et moi, je suis sûr que par la discussion, on peut arriver à développer des consensus et des positions qui seront aussi forts, sinon plus forts que par le débat. Donc, moi, je suis sûr que c'est un congrès qui va passer à l'histoire puis qui va nous inscrire dans cette nouvelle dynamique-là et dans ce modernisme-là qu'on souhaite pour l'organisation. Un modernisme qui correspond à ce que nous sommes aussi comme producteurs agricoles. On a été, pendant longtemps, le milieu agricole, moi, quand j'étais jeune, j'allais à l'école, je ne peux pas dire que quand j'avais 7-8 ans, j'étais fier. T'sais. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que je suis fier d'être agriculteur. Je peux vous dire que mes enfants sont fiers
que nous soyons des agriculteurs. Ils nous trouvent même chanceux. Donc, il y a eu une évolution des producteurs agricoles, mais il y a eu une évolution aussi de la société par rapport à la profession, et je dis bien profession agricole. Un mot sur les régions, vous allez en parler dans les ateliers, mais depuis l'élection, on vit une période d'incertitude à plusieurs niveaux, l'élection d'avril, parce que le gouvernement s'est donné une mission très claire de redresser les finances publiques. Cette mission-là a amené des décisions que j'ai qualifiées de malheureuses concernant certains outils qu'on avait dans le développement régional et rural. Et je vais faire... c'est sûr qu'en région, bon, l'abolition des CLD, par exemple, ou l'élimination des CRE, chaque village ne va pas sortir manifester pour ça. On n'est pas très nombreux. Je ne suis même pas sûr qu'une manifestation à Rimouski, ça va être relayé jusqu'à Montréal. Alors, c'est sûr que notre outil pour se manifester en région est quand même illimité. Mais il reste que ces outils de développement-là ont fait leur preuve dans plusieurs régions. Les CRE avaient établi, en Gaspésie, par exemple, une priorité pour développer l'agriculture et l'agroalimentaire et la saveur régionale de la Gaspésie. Et on avait vu l'augmentation de la production agricole, des valeurs de la production agricole en Gaspésie augmenter de 36 % depuis 10 ans par l'appui du milieu qui venait de la consolidation, la priorisation et la cohésion de l'intervention autour d'un axe de développement qui était l'agriculture. Donc, ces outils-là, qu'on qualifie de structures, sont importants. Ils sont plus importants en région qu'ils ne peuvent l'être dans une ville comme Laval, par exemple, où la cohésion, il y a un conseil municipal, oui, il va y avoir un CLD qui va être conservé, peut-être pas, mais peut-être que oui, mais l'outil où la cohésion est plus facile dans ces centres-là qu'elle ne l'est en milieu rural, où il y a plusieurs municipalités, avec chacune leur réalité, qui doivent s'asseoir et composer et trouver une façon de se coordonner. Donc, oui, il va y avoir un impact au retrait ou à l'arrêt du financement et du soutien de ces organisations-là. Et moi, je ne parle pas de structure, je parle d'organisation. Les organisations sont nécessaires pour maintenir la cohésion. Elles sont nécessaires pour assurer le transfert, comme je le disais, la priorisation des actions. Et c'est ça qu'on échappe à travers l'abandon des CLD en région et l'abandon des CRE. Ça n'aura pas le même impact partout, mais ça aura un impact certainement en région. Et le défi pour les régions de se réorganiser et de recréer cette cohésion-là avec un soutien financier diminué est encore plus grand. Donc, je le dis parce que nous, on s'était donné comme axe de développement l'Union des producteurs agricoles, en se coordonnant avec les territoires de nos MRC, un axe de développement qui s'appuyait en partie sur les CLD et sur les CRE. J'annonce tout de suite que la Fédération québécoise des municipalités et l'UMQ peut continuer de compter sur nos syndicats locaux et l'Union des producteurs agricoles pour recréer cette cohésion-là, puis assurer que l'agriculture et l'agroalimentaire fassent encore partie des axes de développement dans chacune de nos régions. On va en parler un peu plus tard dans le message, l'importance de l'agriculture dans l'économie du Québec et surtout pour les régions du Québec. Alors, n'oublions pas, les organisations FQM, UMQ, UPA existent toujours et d'autres. Et là, il faut trouver le moyen de se remettre ensemble, de se resserrer les coudes et de se redonner les moyens de continuer notre développement. Un autre élément que je trouve malheureux, c'est la fin du financement de Solidarité rurale du Québec. Solidarité rurale du Québec avait vu le jour au lendemain des États généraux sur l'agriculture en 1991. Solidarité rurale du Québec était, pour le monde rural, une des voies qui portait jusqu'au milieu urbain. C'était une voie neutre par rapport aux interventions et aux intervenants du monde rural, donc une voie qui pouvait avoir quelquefois une portée
différente de celle de l'Union des producteurs agricoles ou de la FQM ou de d'autres organisations. C'est malheureux que le gouvernement ait décidé de se priver de ce forum-là et de cette voie-là pour continuer de développer et d'intercéder auprès de différents ministères pour assurer son développement. Mais ce que je trouve encore plus désolant, et j'irais même jusqu'à dire un peu déshonorant, c'est qu'à la dernière minute, le gouvernement ait décidé de ne pas verser le dernier paiement dû à Solidarité rurale du Québec, ce qui fait que l'organisation va terminer l'année avec un déficit de 200 000 $ sur des projets qui avaient été engagés avec un financement qu'on attendait, qui était prévu. On a dû remercier subitement 9 employés sans préavis. Ça, je trouve que ce n'est pas des façons de faire les choses. Je pense que si on voulait terminer avec SRQ, on aurait pu le faire de façon un peu plus dignement que ce qu'on a fait. Et c'est sûr que les gens du milieu trouvent ça un peu révoltant, les gens d'SRQ, et il y a une lettre qui a été adressée au premier ministre en ce sens-là. Alors, nous, comme administrateurs d'SRQ, on a pris des décisions basées sur les financements qu'on avait, et là, on se retrouve en fin d'année avec à devoir peut-être assumer un déficit comme membre partenaire de l'organisation pour des livrables qui étaient demandés et attendus par le gouvernement. Ça, je trouve ça assez ordinaire et je ne pouvais pas ne pas en parler ici, étant donné qu'on est un des membres fondateurs de cette organisation-là. Donc, ça, c'est un point que j'aimerais qu'il soit bien compris. Je pense qu'il y a des façons de finir une relation comme celle qu'on avait depuis plusieurs années de meilleure façon que ça. Un autre dossier qui touche le développement régional, puis c'est un dossier très sensible, c'est celui des terres agricoles. On appelle le dossier accaparement des terres agricoles. Et c'est un dossier qui divise jusqu'à un certain point les producteurs selon leur situation, selon que ces producteurs-là soient prêts de vendre ou selon qu'ils soient des acheteurs, selon qu'on soit de la relève avec des opportunités limitées à cause du phénomène, selon qu'on soit au centre du Québec versus dans les régions périphériques. C'est un dossier qui nous touche différemment. Et comme Pierre le mentionnait, la force d'une organisation comme la nôtre, c'est d'être capable de trouver une position commune qui puisse faire avancer les différents éléments qui entourent ce qu'on appelle l'accaparement des terres agricoles. Tout d'abord, les terres agricoles, si on peut parler d'accaparement, c'est parce que c'est un bien limité. On ne peut pas parler d'accaparement dans le domaine du meuble ou dans le domaine de l'automobile, parce que si la demande augmente, on va augmenter l'offre. Dans le cas des terres agricoles, on peut parler d'accaparement parce que l'offre est limitée et inélastique. On peut parler d'accaparement lorsque les investisseurs ne sont pas, leur priorité première, ce n'est pas la production agricole. Alors, ces gens-là achètent un bien pour le rendement de la valeur de l'actif, comme on achète des actions. Quand on achète des actions chez Apple, on ne devient pas un fabricant d'ordinateurs. On mise sur le rendement de l'action. On est un investisseur. Quand on achète des terres agricoles autour d'une ville et qu'on achète cette terre-là en attendant que l'avancée de la ville demande d'utiliser cette terre-là pour un parc industriel ou autre, on n'est pas un producteur agricole, on est un investisseur qui a spéculé sur la valeur future de cette terre-là. Alors, ce qui se passe maintenant dans le milieu agricole et qui est nouveau, c'est qu'il y a, avant ça, cet accaparement-là ou spéculation se déroulait autour des milieux urbains.
C'était concentré là. Et c'est pour ça que dans les années 81, on a eu la loi sur la protection des terres agricoles. Pour que cet étalement urbain-là, en grande partie, c'était la raison pour laquelle on a eu cette loi-là, l'étalement urbain puis le développement en milieu rural soit coordonné et géré de façon à protéger le territoire agricole. Là, aujourd'hui, cet accaparement-là, ces investisseurs-là ne sont plus uniquement autour des centres urbains, ils sont maintenant dans les régions agricoles et ils achètent des terres, premièrement parce que ces terres-là risquent et vont prendre de la valeur. Le deuxième élément, c'est que ces terres-là prennent de la valeur par leurs actions. Parce que vous remarquerez que ces fonds-là n'achètent jamais la terre suivante à un prix inférieur du prix qu'ils ont payé pour la terre qu'ils viennent d'acheter. Alors, eux-mêmes font augmenter la valeur de leur portefeuille par leurs actions. Et ce faisant, ils entraînent l'ensemble de la valeur du territoire agricole dans ce sillon-là. Et là, c'est là que ça devient problématique pour la relève agricole. C'est là que ça devient problématique pour les entreprises qui veulent consolider par l'achat de terres voisins. C'est là que ça devient problématique pour les gens qui ne peuvent compter que sur le rendement agronomique de leurs terres pour financer leurs achats. Là, on est dans deux mondes différents, là. Le producteur agricole, la relève agricole qui achète une terre pour produire, il peut, lui, financer son achat par la production, le rendement agronomique ou agricole. L'investisseur qui a des millions à investir pour obtenir du rendement sur ces millions-là, lui, il mise sur l'augmentation de la spéculation de la valeur des terres pour générer du capital ou faire avancer son actif. Alors, c'est là où on est dans deux mondes qui se côtoient, mais qui n'ont pas les mêmes outils. Et ça affecte directement la possibilité pour nos entreprises de se développer. Je ne parlerai pas uniquement de la relève, là. Ça peut affecter la possibilité pour nos entreprises de se développer et, à coup sûr, c'est un frein pour l'établissement de la relève agricole. C'est bien compris par les gouvernements, parce que M. Gendron avait été, par Mme Marois, demandé d'intervenir dans ce dossier-là. Et M. Couillard a également demandé à M. Paradis de trouver des solutions. Les solutions ne sont pas simples, parce que le problème, il n'y a pas uniquement le problème d'acquisition des terres. Le monde a évolué, le type d'entreprises agricoles a évolué. Il y a plusieurs enjeux maintenant qui devraient être adressés dans le contexte de la gestion ou du transfert des terres agricoles. L'accès au capital pour les jeunes, les outils qu'on offre aux jeunes producteurs actuellement sont insuffisants par rapport au coût de l'actif. Donc, il faut trouver du capital patient, il faut trouver des capitaux, des produits sur le marché qui n'existent pas aujourd'hui pour permettre aux jeunes de financer l'acquisition de terres agricoles. Moi, je demeure fondamentalement convaincu que la meilleure façon de développer un entrepreneur, c'est qu'il soit propriétaire des actifs ou à tout le moins d'une partie des actifs. Il ne peut pas être juste dans les opérations. Il y a des modèles qui se développent qu'il faut prendre la peine de regarder et d'étudier. Celui des banques de terre. On sait que dans Brome-Missisquoi, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe là. Dans Val-Saint-François aussi, il y a des choses intéressantes. On a un projet pour essayer de marier des futurs vendeurs, des producteurs qui vont laisser la production avec de la relève. Donc, quel outil on a aujourd'hui pour permettre à des jeunes producteurs non apparentés de devenir propriétaires d'une ferme qui est à vendre, plutôt que de laisser aller cette ferme-là par le démantèlement. Il y a des outils qu'il faut développer pour ça. Si on parle de terres louées, comment on fait pour assurer la pérennité des entreprises qui feront le choix de se développer sur des terres louées?
L'outil n'est pas là actuellement. Il y a toute la question de la fiscalité foncière agricole. La fiscalité foncière agricole est un enjeu. On en a parlé déjà, nous, avec la FQM. On a discuté avec M. Paradis aussi. Il y a un enjeu, là. On ne peut pas maintenir le régime actuel où seulement les achats à la marge, parce que tous les transferts intergénérationnels sont exclus, où seulement les achats à la marge servent à établir le rôle d'évaluation des terres. Donc, c'est très inflationniste comme système. Donc, toutes ces questions-là demandent du temps pour qu'on trouve des solutions durables. Et ce que l'Union des producteurs agricoles propose, qui, je le sais, va en agacer certains, mais qui est une moindre mesure, on n'est pas dans la SADAC, on n'est pas dans le droit de préemption, on n'est pas dans la limitation, on est dans une proposition qui va permettre une certaine accalmie des achats réalisés par les fonds d'investissement. C'est ce qu'on souhaite. Donc, ce qu'on propose, c'est que pour les 3 prochaines années, qu'il y ait une certaine limite au nombre d'hectares qu'un individu, actionnaire de plusieurs entreprises ou qu'une entreprise pourrait acquérir. On parle de 100 hectares. 100 hectares, ça, c'est la ferme moyenne au Québec. Ce n'est pas des petits blocs, là. Un producteur qui achète 100 hectares par année pendant 3 ans, il va avoir une bonne bouchée à mâcher, là. On le sait. Donc, je ne pense pas que ça soit si limitatif que ça. On dit 3 ans parce que ça fera partie, cette mesure-là. Est-ce que c'est une mesure qui pourrait être maintenue ou pas? Je ne le sais pas. Moi, je ne suis pas placé aujourd'hui pour dire que ça, c'est une mesure qui pourrait être la mesure. Je n'ai pas suffisamment d'informations. Mais pendant ces 3 années-là, on va monter un constat clair de la situation des transactions dans les terres, qui possède les terres. On va essayer de répondre à toutes les questions que j'ai mentionnées. Puis, les 3 ans qu'on demande, ce n'est pas la solution. C'est le temps qu'on se donne pour trouver des solutions. Et ça, je pense que c'est une proposition au gouvernement et au ministre Paradis qui fait plein de sens. Pendant ces 3 ans-là, les transferts intergénérationnels ne sont pas affectés par ça. C'est sûr qu'il va y avoir des exemptions pour permettre des transactions normales de terres agricoles. Est-ce que le chiffre de 100 hectares est le bon? Est-ce que c'est 110? Est-ce que c'est 115? Bon, regardez, on le regardera. Mais autour d'un objectif comme celui-là, mais c'est sûr que ça ralentirait l'effet que les fonds d'investissement ont sur l'achat des terres actuellement. Et ça, là-dessus, je pense qu'il y a eu des chiffres qui ont été avancés qui essayaient de démontrer que finalement, l'effet n'était pas si important que ça. La zone agricole au Québec, c'est 3 millions d'hectares. De cette zone-là, il y a 1 million en boisé. Puis de l'accaparement, en passant, là, il s'en fait aussi dans le secteur forestier. Puis dans le secteur forestier, est-ce que 100 hectares, c'est la règle qu'on devrait utiliser? Regarde, on pourra s'asseoir avec la Fédération. Mais la zone agricole, donc, si on soustrait le secteur forestier, c'est 2 millions d'hectares en culture. Depuis 2009-10, par les moyens qu'on a, on est allé sur le registre foncier, puis les hectares possédés ou acquis par des investisseurs qui ne sont pas des producteurs, mais qu'on a pu identifier comme étant des investisseurs, ça représente 75 000 hectares. Puis c'est en terre agricole, ce n'est pas en terre forestière. Ça représente 3,75 % du territoire agricole. Alors, en l'espace de 4 ans, ils ont mis la main sur 4 % du territoire agricole. Donc, quand on entend parler du 1 %, oui, mais ce n'est pas grave, c'est juste 1 %. C'est juste 1 % des terres agricoles au Québec. Mais si, en 3 ans, en 4 ans ici, ils ont acquis presque 4 % des territoires agricoles du Québec, c'est qu'ils ont mis la main sur une majorité de transactions de terres agricoles à Québec qui n'ont pas été faites entre apparentés. Et c'est ça, c'est important, cette statistique-là. Et c'est sur des points comme ça qu'il faut s'appuyer pour justifier la nécessité d'agir.
Et moi, je suis convaincu que pour le bien de la relève agricole, pour le bien de l'occupation du territoire, pour le bien du développement de notre ruralité, on a besoin d'avoir des règles qui encadrent la transaction des terres agricoles pour assurer la relève agricole. Alors demain, M. Paradis va venir. On a fait une conférence de presse hier il a déjà été sensibilisé à une proposition du genre. Puis on n'a pas la prétention ici d'avoir chaque détail, chaque virgule de cette proposition-là. On vous en présente le principe. Mais je pense que c'est une proposition qui peut être qui peut faire un très large consensus parmi nous. L'autre élément qui a occupé beaucoup l'attention dernièrement, c'est le fameux dépôt de la commission Robillard. Là, je vais vous dire, moi, j'étais chez nous dimanche matin que ça a sorti. C'est un des rares dimanches où je n'allais pas à la messe. Alors, j'étais à la maison. Et le samedi, on avait eu vent du rapport. Et, bon, on n'avait pas les détails. Mais on avait eu vent un peu de ce qu'on n'allait peut-être pas aimer ça. Alors, aussitôt qu'on a entendu le dimanche matin vers 7-8 heures, on a dit, bon, il faut être à Québec, il faut être prêt à réagir, il faut pouvoir répondre tout de suite aux questions. Il ne faut pas qu'il y ait de délai entre la sortie du rapport et la réaction de l'UPA. Donc, je peux vous dire que dimanche matin, l'équipe d'Hélène Benoît, des communications, Guylaine, Charles, tout le monde était au travail à préparer la réaction, à étudier un peu plus en détail les informations à mesure qu'on les avait, puis à se préparer pour réagir. Donc, on a réagi tout de suite. Mais lorsqu'on regarde ce rapport-là, c'est vraiment incompréhensible et ça frôle l'inconscience. L'assurance stabilisation agricole au Québec est un régime qui permet à plus de 11 000 fermes d'avoir une certaine sécurité dans le fonctionnement de leur entreprise et dans les investissements qu'ils font. 11 500 entreprises qui ont un chiffre d'affaires de 3,8 milliards de dollars. Imaginez-vous une commission qui aurait sorti un rapport, mettons qu'on était coté en bourse, puis qu'on apprend que le gouvernement, et on recommande, une commission qui recommande au gouvernement, dans le contexte des finances publiques actuellement, de couper 300 millions dans le soutien d'un volume d'affaires de 3,8 milliards. De quelle façon les actionnaires se seraient comportés? De quelle façon, si les actions avaient été transigées en bourse, la décote qu'on aurait prise le lendemain matin? Mais c'est ça qu'ils ont fait, sans réfléchir aux conséquences. Moi, j'ai eu des gens que j'ai rencontrés après qui m'ont dit, mais là, c'est quoi? Mais là, est-ce que c'est clair? Est-ce que le gouvernement va revenir là-dessus? Est-ce qu'on peut avoir confiance? J'ai un jeune producteur dans l'agneau qui venait de signer pour une terre, et là, il apprend ça de lui. Là, lui, il s'est engagé probablement pour les 20-25 prochaines années en signant sur cette terre-là. Là, il apprend ça tout d'un coup. Des producteurs qui ont des projets d'investir dans le bien-être animal, des gros projets. Aujourd'hui, on ne parle plus de 300 000 $, on parle en millions de dollars, quelquefois. Là, je fais quoi, là? Moi, si c'est ça, regarde, je vais rouler jusqu'en 2022-2024, après ça, je débarque. C'est ça que ça lance comme message à l'industrie agroalimentaire. De recommander que les producteurs s'auto-assurent en donnant comme exemple la CSST. Je veux dire, écoutez, il faut être sérieux, là. La CSST, c'est des millions de travailleurs qui cotisent ensemble pour un risque, somme toute, petit. Alors que nous, c'est des milliards qu'on met en marché à 11 000 entreprises. Ce n'est pas du tout le même risque. Et si,
comme la publicité le dit, si ça existait, on l'aurait, là. Bien, si c'était payant pour les assureurs privés d'assurer les risques en agriculture, pourquoi ils ne sont pas là? Pourquoi ils ne sont pas là pour assurer les risques en agriculture si c'était payant? Parce que c'est trop risqué. Les gouvernements co-assurent les risques en agriculture, sinon, nous, individuellement comme entrepreneurs, on ne pourrait pas soutenir ce risque-là, et surtout pas nos banquiers. Les banquiers, ils aiment encore moins le risque que les producteurs agricoles. Bon. L'autre élément, c'est qu'on a volontairement fait mal paraître le secteur agricole. On a pris, pour comparer l'agriculture du Québec à l'agriculture des autres provinces ou des États-Unis, à peu près les 2 pires années qu'on pouvait utiliser. On a pris les années 2009 à 2011. Les prix de la viande sont effondrés, puis les prix des céréales sont dans le top. Alors, c'est sûr que les provinces qui assurent plus le risque au niveau céréalier n'ont pas intervenu beaucoup dans ces années-là. Comme nous, en 2009-11, on n'est pas intervenu ou presque dans le secteur des céréales. Mais dans le secteur des viandes, on a eu à intervenir, et massivement, parce que les prix étaient effondrés. Aujourd'hui, les prix dans le secteur des viandes sont revenus à des niveaux jamais vus, très intéressants, mais l'intervention, elle a beaucoup diminué. Donc, si on avait pris les dernières années connues, comme le rapport d'Éco-Ressources le fait, on aurait vu que l'agriculture du Québec, par rapport à l'agriculture des autres pays, a très bien performé et n'a pas été davantage soutenue, voire même soutenue. En paiement direct, moins que les Américains, si on avait pris les 2 années suivantes. Alors pourquoi les économistes de la Commission ont pris ces années-là pour dépeindre un portrait aussi négatif de notre agriculture? J'aimerais, vous savez, je ne veux pas mettre tout le monde dans le même panier, mais il y a une petite... parlons des économistes de la Commission Robillard. Savez-vous, c'est qui le patron de ces économistes-là? C'est Christophe Colomb. Quand il est parti, il ne savait pas où il allait. Quand il est arrivé, il ne savait pas où il était. C'est le gouvernement qui a payé. Mais j'aimerais remercier ici Sylvie Cloutier du Conseil de la transformation agricole du Québec, qui a vu, elle aussi, le risque qu'il y avait dans cette proposition-là. Sylvie s'est jointe à nous pour une conférence de presse le lundi. Donc, on lui a parlé le dimanche, puis le lundi, Sylvie, elle était avec nous à la conférence de presse qu'on a donnée sur le sujet. Puis également, la coopérative fédérée qui a réagi vite aussi, puis qui a émis un communiqué pour mentionner que ça n'avait aucun sens. Puis encore, hier, on avait la sortie de M. Pronovo, le fameux rapport Pronovo, qui disait lui aussi que ça n'avait aucun sens. Alors, je pense que ce qu'on attend maintenant, puis M. Paradis aussi. Écoutez, là, M. Paradis, là, il a sorti, puis pas à peu près. Hein? Quand il a dit, puis il a ses couleurs, hein? Quand il a dit, c'est sûr que si on arrêtait de manger, ça serait moins cher. Ça résumait à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur le rapport. Alors moi, je tiens à le remercier, puis je pense que demain, il va être ici. Puis sur la réaction rapide et claire, je pense qu'on pourra demain le remercier tous ensemble. Mais là, maintenant, c'est sûr qu'il faut que le message du gouvernement soit clair. On sait qu'il y a encore, l'équilibre budgétaire n'est pas encore atteint, mais moi, je veux qu'il y ait un message très, très clair du gouvernement. On ne fera pas l'équilibre budgétaire en privant le secteur agricole de ses outils de développement. C'est ça le message qu'on veut entendre très clair du Conseil du Trésor, du gouvernement, de M. Couillard, et que ça soit clair pour les producteurs qui désirent, qui ont des projets d'investissement dans les prochains mois, prochaines semaines, prochaines années. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on avait sorti de façon très claire avec nos études d'Éco-Ressources.
Puis moi, c'est sûr que ça fait réfléchir ces questions-là. Hein. Quand ça sort des rapports comme ça, moi, je me suis posé la question, s'il y avait plus de soutien en agriculture, mais partout dans le monde, là, parce que les économistes, semble-t-il, que c'est ça qui serait le monde idéal. Aucune intervention. Qu'est-ce qui se passerait? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a réfléchi à ça? Moi, je pense que si on faisait ça, on serait dans l'insécurité alimentaire. Je suis à peu près certain de ça, moi. Puis je pense que notre cher endroit sur la diversité et la sécurité alimentaire là, devrait se pencher sur une question comme celle-là. Parce que quand je regarde le niveau de soutien, ça permet aux producteurs d'avoir assez confiance pour maintenir et augmenter graduellement sa production. Mais il n'y a pas personne qui se garoche à coup pour doubler sa production d'une année sur l'autre. On n'est pas là. Puis aux États-Unis, puis ailleurs, puis regardez, on maintient la production. Puis quand on regarde le niveau de production maintenu, là, avec les aides des États, on est presque juste un peu en surproduction. Puis cette juste un peu surproduction-là, bien, c'est juste assez pour qu'on ait des prix en bas de nos coûts de production et que nos assurances viennent couvrir les risques. Mais il y a toujours une première partie du risque qui est assumée par le producteur pareil dans ce système-là. Faites juste prendre en 2008, il y a eu un soupçon qu'il y aurait une rareté dans les céréales. On a vécu des émeutes de la faim, on a vu le prix du riz doubler, on a vu les pays mettre des frontières à l'exportation, des barrières à l'exportation, pas parce qu'on en a manqué, parce qu'on a eu peur d'en manquer. Alors imaginez un monde où il n'y aurait aucune intervention en agriculture. Comment fonctionnerait le système alimentaire? Et quels seraient les prix des aliments? Moi, j'en viens à la conclusion que le soutien en agriculture, là, il bénéficie beaucoup plus aux consommateurs en assurant une sécurité alimentaire et des prix des aliments qui sont, somme toute, bas, relativement bas. Puis je pense qu'on n'en voit pas beaucoup d'études qui portent sur cette réflexion-là. On associe le soutien en agriculture à une forme de sécurité qui permet aux producteurs d'être un peu, il y en a qui disent paresseux, pas trop visionnaires. Par exemple, comme jouer Sylvain Vachon, là, puis il s'entête à faire des veaux en Abitibi. Là, il pourrait bien penser à faire d'autres choses. Hein? Mais sauf que, écoute, c'est quoi le d'autres choses? C'est quoi le d'autres choses? Il n'y a personne qui arrive avec cette réponse-là. Mais il reste que, moi, je suis convaincu que le soutien en agriculture est nécessaire pour la sécurité alimentaire. Et ça, je pense qu'il y a du monde qui devrait commencer à travailler là-dessus. Et l'autre chose qui me fait dire ça, c'est que l'équilibre des marchés en agriculture est le fruit du hasard. Parce qu'il n'y a personne ici qui peut prétendre la qualité, la quantité de ce qu'il va récolter l'année prochaine. Personne. On peut avoir des plans de semences toutes bien coordonnés et tout. Il n'y a personne qui peut prédire sa récolte. Ils sont en train de semer dans l'hémisphère sud actuellement, puis il n'y a personne qui peut prédire ça va être quoi la récolte dans l'hémisphère sud, pendant qu'ici, on va préparer nos achats de semences pour l'année qui va débuter, l'année en avril, quand on va commencer nos semences. Il n'y a personne qui sait exactement ça va être quoi le niveau des stocks. L'équilibre des marchés en agriculture est à toute fin pratique impossible, et quand elle arrive, elle est momentanée. Sinon, ça serait, je veux dire, si ça existerait, on l'aurait. Hein? Alors, moi, je dis qu'il y a une réflexion beaucoup plus profonde à faire sur le type de soutien à l'agriculture que sur le retrait du soutien à l'agriculture. Et un programme comme l'assurance stabilisation des revenus agricoles, ce sont maintenant, si on pense à l'Europe et aux États-Unis,
Ces deux continents-là se retournent vers ce type de programme-là maintenant plutôt que vers les paiements découplés. Les Américains sont en train d'abandonner les paiements découplés pour utiliser les prix de soutien. Bien, le prix de soutien puis un prix stabilisé, c'est la même chose. Nous autres, on appelle ça stabilisé ici. Aux États-Unis, ils appellent ça prix de soutien. Actuellement, dans le maïs, le prix de soutien aux États-Unis est autour de 202 $. Le prix stabilisé au Québec est à 184, 186, Christian? Moins l'ajustement, bien, mais pas trop, là, parce qu'on va... Mais écoutez, là, c'est pas vrai qu'on est si choyé que ça par rapport aux autres. Puis ces régimes-là, ils interviennent quand c'est nécessaire. Ça fait plusieurs années que dans le maïs et dans le soya que l'ASTRA n'est pas intervenu parce que les prix de marché étaient au-dessus des prix stabilisés. Si on avait eu un régime de paiement découplé, bien, malgré des prix de marché intéressants, l'État aurait contribué avec des paiements découplés quand même. Les régimes qu'on a sont plus économiques et répondent mieux à la volatilité des prix des marchés. Alors, on était peut-être dans les années 70, 75, 80 et après, probablement plus visionnaire que beaucoup d'autres pays dans le développement des outils pour assurer le risque. Alors, mais tout ça pour vous dire que lorsqu'on regarde nos études, bien, nos études, elles sont assez éloquentes. L'industrie agroalimentaire a créé 200 000 emplois. Production et transformation, j'ai dit industrie agroalimentaire, Guylaine, c'est ça. Production et transformation. Elle me surveille tout le temps, c'est toujours... C'est dur, c'est dur. Mais l'industrie agroalimentaire, transformation et production, 200 000 emplois. On était autour de 180, des dernières études à jour, on était autour de 188 000 emplois. On a progressé au niveau des emplois des dernières années. Les emplois du secteur, par rapport au PIB, on a 5,1 % des emplois pour 5,9 % du PIB. Ça veut dire que chaque emploi génère plus de valeur ajoutée en agriculture que dans les autres secteurs en moyenne. Pas pire, ça aussi. Ça, c'est mettons, dans la colonne des moins, des plus, là. Au hockey, ils mettent ça. Là, un joueur est moins 18, puis l'autre est plus 2. On est plus, là. On est dans la colonne des plus. Le PIB, l'industrie agroalimentaire, notre PIB depuis 2007 a cru de 19,6 % dans l'ensemble de l'économie de 7,9 % puis nos exportations internationales ont cru de 48,7 %. C'est un gros chiffre, mais sur un petit volume. Là, Et par contre, les exportations de l'ensemble de l'économie ont décru de 6 %. Encore des plus. Ça fait 3 plus dans la colonne. Là. On est plus 3, nous autres. Au niveau du gouvernement, les revenus en taxation et impôts ont aussi augmenté. Ça, j'imagine qu'il y a des gens du Conseil du Trésor dans la salle à quelque part. Je ne leur demanderai pas de s'identifier, mais écoutez celle-là. Le gouvernement du Québec, en revenus de taxation et d'impôts, 2 563 millions. Ça, c'est un autre plus, même 2 plus ça, dans la colonne des plus. Les municipalités, 360 millions en revenus de taxation. Pour un investissement total, je prends en paiement direct, l'argent qui est sorti des coffres de l'État pour aller vers les producteurs agricoles, incluant le programme de remboursement des taxes en 2013, là, de 673 millions. Puis on a envoyé un peu au fédéral aussi, j'ai oublié de le dire. Là, on a envoyé 1,6 milliard au fédéral. Tout ça pour un net de plus 4 milliards du secteur agricole et agroalimentaire. Plus d'emplois, plus de PIB, plus de recettes fiscales pour l'ensemble des paliers. Alors pour moi, c'est des plus, plus, plus. Nos investisseurs aussi sont optimistes. Ils veulent investir, ils veulent continuer à développer.
Donc, ça aussi, c'est intéressant. C'est dans ce sens-là qu'on avait un comité sur la sécurité du revenu, puis on a fait des propositions. Puis Pierre le disait, on a réussi à avoir une assez bonne unanimité, puis Guylaine nous en a parlé un peu ce matin. Mais je vais avancer un peu assez vite, là, parce que je vois que le temps file un peu. On a proposé de bonifier Agri-Québec pour le ramener à ce qu'il était, Agri-Québec Plus, là, pour ramener Agri-Stabilité à ce qu'il était. Vous savez, pour les producteurs qui sont sans ASRA et sans gestion de l'offre, les programmes qu'on leur offre actuellement, ce n'est pas le Klondike. Ça vaut guère plus que l'assurance récolte. Là. Il y a lieu de bonifier ces secteurs-là. Puis, par la même occasion, on aimerait bonifier le secteur de la production biologique et la transition vers la production biologique. Et pourquoi? Parce qu'actuellement, l'Association des détaillants alimentaires le dit, la demande dans ce segment-là de marché, c'est là où la croissance est la plus forte actuellement. Donc, nous, comme on veut répondre au marché, on veut répondre à l'ensemble des marchés, il y a des ajustements à faire au niveau de nos programmes pour soutenir davantage ce secteur-là. L'autre élément, c'est toutes les petites entreprises agricoles. On s'est donné des moyens d'avoir une représentation des petites entreprises agricoles sur nos conseils d'administration. Bien, là aussi, c'est plus de 50 des entreprises agricoles du Québec qui mettent moins de 100 000 $ en marché. Bien, on a un coup de main à donner à ces entreprises-là. Souvent, c'est des entreprises où il y a des fois les deux, des fois une personne travaille à l'extérieur, ramène du revenu sur l'entreprise pour permettre à l'entreprise de se développer. On en voit beaucoup de ça. Bien, ces gens-là occupent aussi nos territoires, ils partagent le territoire avec nous et il y a un coup de main à donner à ces entreprises-là pour leur permettre de se développer plus rapidement. Le temps de gestion dans le calcul des coûts de production de l'assurance stabilisation, il n'y a pas de reconnaissance du temps de gestion dans les programmes ASRA. Il y en a dans les coûts de production qu'on calcule dans la gestion de l'offre, mais il n'y en a pas dans les programmes ASRA. Et le troisième point qui est très important, c'est le programme d'investissement adapté pour le développement régional, mais aussi un programme d'investissement adapté pour nous permettre de rencontrer les normes de bien-être animal, de salubrité, l'innovation, mais des programmes simples. Ce n'est pas un programme où il y a 25 % du programme qui s'en va en administration, un programme où l'argent va sur les entreprises pour favoriser l'investissement et le développement. Donc, c'est ça qu'on a proposé. Et comme Guylaine le disait ce matin, le rapport est sur le bureau du ministre maintenant. Et on a, ça c'est ce qu'on proposait, puis je peux vous dire que de façon presque intégrale, ce qu'on a proposé comme union se retrouve dans les recommandations qui sont sur le bureau du ministre, avec d'autres recommandations aussi. Mais ça, je pense que c'est un beau travail qu'on a fait ensemble tout au long de l'année de réussir à faire cette proposition-là. Mais moi, ce que je voudrais qu'on dise maintenant, le message que je voudrais qu'on lance, ça va être un peu ça, le message au gouvernement, à M. Coiteux, notre ministre du Conseil du Trésor. Au cours des 6 dernières années, le PIB de l'agriculture et de l'agroalimentaire du Québec a cru de 2,5 milliards de dollars. Si on réussit à faire la même chose dans les 6 prochaines années, on va créer 25 000 nouveaux emplois. Moi, je ne fais pas une promesse, là. Je ne suis pas en élection cette année-là. Je donne un signal. C'est un signal qu'on envoie. Si on fait aussi bien dans les 6 prochaines années qu'on a fait dans les 6 dernières années, le secteur agroalimentaire, transformation, production agricole, transformation alimentaire, on peut créer 25 000 emplois. L'enthousiasme, hein, l'enthousiasme. Mais si on fait ça, c'est l'autre bout qui est intéressant, si on fait ça, on va investir pendant ces 6 années-là sur les entreprises agricoles et dans le secteur de la transformation 8 milliards de dollars. Et on devrait exporter autour de 36 milliards de dollars pendant ces mêmes années-là.
Ça, c'est ce qui est à la disponibilité du gouvernement du Québec s'il veut miser sur l'agriculture et l'agroalimentaire du Québec. Êtes-vous prêts? Je pense que c'est un bon signal. Sans Charles Sirois. Ah ben là, s'il veut contribuer un peu. Bon, alors je pense que c'est un message intéressant qu'on a à livrer, qu'on a à offrir, et on est motivé, puis le signal est clair. Ça nous prend nos outils de développement. Il n'y a personne qui remet en question les rabais d'électricité aux alumineries. Ça crée combien d'emplois, ça? Beaucoup moins que le secteur agricole. C'est beaucoup moins essentiel à la vie que la nourriture. Pourtant, à chaque fois qu'il y a une commission, il faut toujours qu'on fasse le procès du secteur agricole. Moi, je suis écœuré de ça. En terminant, sur notre 90e anniversaire et sur notre image de marque, je pense qu'on a une illustration de notre image de marque et de la modernité qu'on veut inscrire. Puis l'Union existe depuis 90 ans parce qu'elle s'est toujours inscrite dans le développement, pas dans les tendances, dans le développement, en avant des tendances. L'agroalimentaire, nous, on y croit depuis longtemps, naturellement, mais il y en a d'autres qui ont travaillé sur le sujet avant nous. En 1924, M. Laurent Barré a été le premier président de ce mouvement-là, l'Union des producteurs agricoles. Quelques dates importantes de l'histoire de l'agriculture et du Québec. En 1956, la loi sur la mise en marché des produits agricoles. Ça ne serait pas arrivé sans l'Union des producteurs agricoles. En 1958, si je ne me trompe pas, 57, les producteurs de bois, premier plan conjoint des producteurs de bois dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, on a avec nous la Fédération des producteurs de bois, mais ce sont les pionniers de l'utilisation de la loi sur la mise en marché des produits agricoles. Puis ils s'étaient battus fort, les producteurs de bois, pour obtenir la loi, avec les producteurs agricoles, mais les producteurs de bois s'étaient battus fort pour obtenir la loi sur la mise en marché des produits agricoles. En 1952, la Fédération des producteurs de lait est la première à s'affilier à l'UPA. Ben, on m'a dit 52. Moi, je n'étais pas là. Mais ça, c'est 7 ans avant que je commence à bouger. Alors, je n'étais pas là. Mais vous vérifierez. Alain, tu te souviens-tu de ça, Alain, toi? Non? OK. En tout cas, si j'ai fait une erreur, je m'excuse. En 1972, la loi sur les producteurs agricoles. C'est pas banal, ça, la loi sur les producteurs agricoles. C'est là où on est devenu une organisation laïque. Puis vous savez que dans les années qui ont suivi, l'Union des artistes s'est inspirée sur la loi des producteurs agricoles pour créer l'UDA, parce qu'il y a une loi sur les artistes aussi au Québec. Puis ils se sont inspirés des producteurs agricoles pour leur loi. Vous savez qu'en la loi sur l'assurance stabilisation, en 1975, la loi sur le remboursement des taxes foncières, en 1973, en 1970, l'assurance maladie du Québec, il y avait 4 organisations qui s'étaient liées ensemble pour cette loi-là. Et c'était l'UPA avec les centrales syndicales. Ça, c'est un grand pas pour l'égalité et l'égalité des chances dans la société d'avoir une loi sur l'assurance maladie. En 1991, les États généraux du monde rural, qui ont été un tournant aussi pour la ruralité, qui ont permis à Solidarité rurale du Québec, la politique de la ruralité, les agents ruraux par la suite. Mais c'est tous des outils, ça, qui ont permis le développement de notre ruralité. Mais c'est à l'Union des producteurs agricoles que ça a démarré.
Plus récemment, en 1993, la création du PA Développement international. Vous savez qu'André Beaudoin, notre André Beaudoin, celui qu'on prête aux autres pays, notre André Beaudoin était dans la mission de la francophonie avec l'équipe de M. Harper. Il était de la mission, là, il était dans le même avion qu'il m'a dit. Il était là pour assister à l'élection ou à la nomination de Mme Jean à titre de secrétaire général de l'Organisation de la francophonie. Une Québécoise maintenant qui occupe quand même un poste international important puis avec qui on a déjà des contacts. Alors, c'est quand même ça rejaillit sur l'Union des producteurs agricoles. En 1994, la loi créant la Financière agricole du Québec. Vous savez que la Financière agricole du Québec, c'est un outil important du développement de notre agriculture. En 2009, ça je tiens à le souligner particulièrement parce que ça a été tough, le renouvellement de l'entente avec la Financière agricole du Québec, qui voyait le budget de la Financière passer de 315 millions à plus de 600 millions, 630 millions. Et ça, c'était une reconnaissance que la Financière avait été sous-financée, mais c'était aussi une reconnaissance de la capacité du milieu agricole et de l'agriculture et de l'agroalimentaire de contribuer plus à l'économie du Québec. En 2012, ça, on a quand même signé une entente, l'Union des producteurs agricoles, avec la FAO. On est la première organisation agricole qui a signé une entente avec la FAO. Et à ce jour, je crois, André me corrigera, mais je pense qu'il n'y en a seulement que 2 qui l'ont fait. Et on a aussi mis en place la chaire sur la diversité et la sécurité alimentaire, que la FAO va probablement soutenir officiellement bientôt. La FAO était là lors du lancement, mais c'est un autre élément, je pense, important. Puis, je dirais en 2013, la politique de souveraineté alimentaire, cette politique-là, c'était la suite du mémoire qu'on avait déposé, le pouvoir de se nourrir. Et autour de ça, si on veut parler de développement de notre agriculture, l'approvisionnement des institutions publiques du Québec par l'agriculture et les produits agricoles du Québec, c'était là-dedans aussi. Puis c'est encore une des clés pour développer notre agriculture et notre agroalimentaire. Donc, de toute l'histoire du Québec, l'Union des producteurs agricoles a joué un rôle, a été présent et a contribué. Des étapes importantes, c'est-à-dire, non, là, je vais vous lire un petit bout, parce que je ne veux pas manquer mon coup. Puis Bruno, il me dit, Bruno Le Temps me dit toujours, « Et que t'es poche quand tu lis de quoi? » Bon, en tout cas, Bruno, écoute pas. Alors, je vais essayer d'être bon, OK? Puis là, il faut que les gens en arrière soient prêts aussi. Alors, c'est un défi. Mais le 2 octobre 1924, Laurent Barré, avec un groupe de visionnaires et un petit coup de main du clergé à l'époque, là, c'est sûr qu'aujourd'hui, il faut aller un étage plus haut. Il faut s'adresser au paradis. Mais on est dans le même range, là, c'est bon. Ces gens-là ont créé l'Union catholique des cultivateurs. 90... Je l'ai entendu. 90 ans plus tard, nous sommes ici à poursuivre cette mission de défendre, représenter, développer l'agriculture du Québec. En 1924, le ministère de l'Agriculture n'existait pas. C'est-à-dire, oui, il existait, mais il s'appelait et de la colonisation, je crois. Les impôts non plus, semble-t-il. Bon. La société québécoise affichait quand même un retard important. 90 ans plus tard, on parle du modèle québécois. Un modèle plus social dans lequel l'individu demeure au centre des politiques. De refermer sur eux-mêmes, les Québécois sont maintenant ouverts sur le monde. Nos jeunes sont déterminés. On a juste à regarder notre Fédération de la relève agricole pour le constater. Ils sont branchés et curieux.
D'ailleurs, c'est avec les jeunes. Je suis sur Twitter actuellement, puis c'est avec les jeunes surtout que je jase. La société a beaucoup changé en 90 ans, mais je crois que l'agriculture a encore plus changé, car nous partions peut-être d'encore un peu plus loin. Je suis très fier aujourd'hui de ce que nous sommes, les producteurs et les productrices agricoles du Québec. On cultive nos terres, nos forêts, on élève et on s'occupe de nos troupeaux. On nourrit et on grandit ensemble par la force collective d'une organisation qui respecte ses origines et qui est résolument tournée vers l'avenir. Nous, les producteurs agricoles du Québec, nous sommes l'Union des producteurs agricoles du Québec. Mais plutôt que d'en parler, pourquoi pas le montrer? Voilà. Alors, bon congrès! C'est pas prévu. Oui, je le sais. Bien, moi, je me permets de vous adresser à vous autant que Pierre l'a fait tantôt. On m'a appelé à la barre comme témoin. Mais je ne sais pas si vous avez besoin vraiment d'un témoin directement. Je pense qu'avec le message que Marcel, que notre président vient de livrer, je pense qu'on a une amenée très belle. Il y a une vision de s'investir, comme tu disais, Marcel, d'investir, de participer à la croissance. Mais il y a différents éléments, comme Marcel l'a dit. Tu as mentionné, Marcel, au tout début, la fierté. Et cette fierté-là, on la sent à chaque fois que tu prends le micro, qu'on écoute à la radio, qu'on te voit à la télé, cette fierté de représenter le monde agricole, cette fierté de représenter l'organisme qui est l'UPA. Bien, au nom de tous les producteurs du Québec, un gros merci de cet engagement et de cet investissement que tu fais à toi et à toute ton équipe chez vous. Merci. Juste un petit message à passer avant que Pierre fasse le lien pour les ateliers. Vous mentionnez que pour demain, pour le Fonds de défense, sur vos horaires, c'était prévu à 8h30. On vous demande d'être là pour 8 heures demain. Ça commencera à 8 heures demain pour le Fonds de défense ici même. Ça qu'on vous invite à être là à l'heure. Merci bien. On a un petit Vox Pop avant de partir pour les ateliers. Donc, on va demander de la présentation. Bonjour. Célébrer 90 ans d'existence est un fait rare de nos jours. L'UPA, non seulement l'a réussi, mais tout en accompagnant les producteurs. Au nom de Promutuelle Assurance, je veux vous offrir mes vœux les plus sincères pour votre 90e anniversaire. À toute l'équipe, félicitations et longue vie à l'UPA. I would like to really take this opportunity to congratulate UPA for 90 years service to farmers in Quebec. I think UPA has set an example for farm organizations across the country. I think you're to be congratulated on your lobby efforts, the relationship you've built with politicians, the relationships you've built with your producers. You're a valued partner at CFA, and we wish you all the best in the next 90 years. L'UPA fête ses 90 ans cette année. 90 ans à produire, 90 ans à mettre en marché, à d'abord nourrir notre monde pour ensuite nourrir les autres, mais avec la même qualité. On a marché ensemble pour défendre la gestion de l'offre au Canada et ailleurs dans le monde. On a revu ensemble les piliers du modèle agricole en les modernisant. La forêt est aujourd'hui au cœur du développement des revenus à la ferme
Avec les producteurs forestiers, on peut faire plus pour les scieurs, les papetières de nos régions et le maintien de nos marchés. Bon 90e.